crise à laquelle on fait face, ce n'est pas une crise comme les autres, et ça, on le répète d'étude en étude. Ce n'est pas une crise comme les autres parce que l'économie est artificiellement mise dans un certain coma. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu les entreprises, nos travailleurs ne sont pas devenus moins bons par rapport au mois de février, mais par contre, on a une partie de l'économie qui est complètement à l'arrêt. Alors, dans le cadre de tout ça, eh bien, il y a le RMG qui a été mis en place pour justement faire une analyse semaine par semaine de la situation. Alors, ici, la présentation, je vais essayer de la maintenir pendant 30 minutes, mais vous savez, un économiste peut parler très longtemps. Donc, on va essayer de maintenir ça sous contrôle. On va d'abord parler de la plus grande partie de notre travail à l'heure actuelle, c'est le monitoring de la santé économique, particulièrement des entreprises, semaine après semaine. On va revenir un peu sur le scénario, mais je pense que c'est en partie ce que Xavier avait expliqué la semaine passée, donc on ira assez vite là-dessus. Et puis alors après, on évoquera aussi l'impact des réactions monétaires et budgétaires qui sont, rappelons-le, de grande ampleur et justifiées par la situation tout à fait exceptionnelle. Évidemment, ça reste un saut dans l'inconnu. Alors, si on devait résumer cette situation et résumer l'impact qu'a cette crise du coronavirus sur l'appareil économique. Alors, l'appareil économique, on peut, au niveau macroéconomique, qui est un petit peu notre terrain de jeu, est divisé en différents secteurs. Il y a les ménages, les entreprises, le gouvernement, secteur financier et le reste du monde. Et évidemment, entre chacune de ces bulles que vous voyez, il y a des flèches, il y a des échanges de revenus, de flux financiers. Et entre chacune de ces parties, eh bien, il y a des flèches, donc il y a 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 flèche différente. Et du coup, on va, dans le cadre de la crise du coronavirus, eh bien, celles qui vont être d'abord affectées, et ça, on l'a vu dans les enquêtes, on le voit aussi avec le rapport qu'on a par rapport aux entreprises, eh bien, c'est principalement les dépenses de consommation, la baisse de la consommation de nos ménages qui va peser sur l'activité des entreprises. La consommation privée, ça représente 50% du PIB, et donc, inéluctablement, ça va, si l'on confine toute une partie des ménages, si on décide de laisser à la maison toute une partie des ménages, si on les force à ne pas consommer certains services, eh bien, ça va indubitablement impacter l'activité des entreprises et la liquidité des entreprises. Donc, les dépenses de consommation sont impactées, ça veut dire que c'est essentiellement un choc de demande. Et c'est le plus grand choc que subit l'économie belge. Lorsqu'on pose la question aux entreprises, elles sont plus ou moins 4 sur 10, 5 sur 10 à citer le choc de demande comme l'élément principal justement de cette crise du coronavirus. Alors, en plus de ça, il n'y a pas que le confinement qui a un impact, il y a l'incertitude, ça amène certains ménages à augmenter leur épargne. Donc, ici, ce sont l'ensemble des dépenses de consommation aujourd'hui, mais aussi pour les mois à venir, qui risquent d'être impactées. En plus de ça, on n'a pas seulement un choc de demande, on a aussi un choc d'offre. Il y a certaines entreprises qui doivent fermer, qui doivent se séparer temporairement ou de manière permanente de certains travailleurs. Il y a certaines entreprises aussi qui vont avoir un impact beaucoup plus lointain. Je veux dire, il y a des événements, il y a des événements sportifs qui sont sportifs ou culturels qui sont annulés jusque déjà le début de l'année prochaine. Donc, on a certaines entreprises qui subissent aussi une fermeture, et ça, c'est plus un choc d'offre. Baisse du travail, baisse de la productivité aussi. Je veux dire, des travailleurs qui ont plusieurs enfants à la maison ne vont pas être aussi productifs qu'au bureau. Donc, ici, on a aussi un choc d'offre. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi aussi, j'ai une source de baisse de ma productivité ici à la maison que je dois essayer de cadenasser. Mais de manière générale, les entreprises vont
diminuer leur production. Ça va se retrouver au niveau des salaires et traitements. Et donc, on va aussi avoir un effet de ce point de vue-là. Et ceci, contrairement à ce que j'ai pu lire à certains endroits, ceci est en partie perdu à jamais, ne sera jamais retrouvé. Je veux dire, par exemple, ici, on parlait tout à l'heure du Grand Prix de Belgique. Eh bien, s'il est organisé à huis clos, on ne va pas organiser un deuxième Grand Prix de Belgique un mois plus tard avec tous les spectateurs. Donc, c'est une consommation qui est peut-être perdue à jamais. Et vous l'avez vu peut-être dans le scénario expliqué par Xavier la semaine passée, même d'ici 2022, on n'aura pas encore récupéré le niveau qu'on aurait eu sans crise. Donc, ça, c'est le plus grand choc. Et les entreprises sont impactées au niveau de la liquidité. Les entreprises dans une économie comme la Belgique aussi ont une grande partie d'exportation pour certains secteurs. Les exportations représentent l'équivalent de 80% du PIB de la production. Donc, ça veut dire que importation plus exportation, on est aux alentours de 160%. On est une petite économie ouverte. Si on ferme les frontières, si on rend le transport de marchandises plus difficile, l'acheminement plus long, le passage des frontières plus difficile, eh bien, nécessairement, ça va impacter aussi les ventes, la liquidité des entreprises, du moins à court terme, pour les mois où ce sera problématique. Alors, les entreprises, encore elles, sont impactées au niveau des chaînes de valeur. C'est quelque chose qui s'est développé à vitesse grand V ces dernières années, c'est-à-dire que sur la chaîne de production, eh bien, le premier élément est créé dans un pays, le deuxième dans un autre pays, le troisième dans un autre pays, etc. Et donc, ça crée toute une chaîne, et ce sont les chaînes de valeur. Et donc, à partir de ce moment-là, une entreprise située en Belgique pourrait très bien avoir des problèmes d'acheminement de certaines, soit matières premières, soit certains éléments qui entrent dans la production. Et donc, ça met à mal les chaînes de valeur. Ça veut dire que certaines entreprises risquent d'avoir des problèmes de production aussi. Alors, une fois, les deux effets sont les effets un peu plus directs du confinement, de la fermeture des frontières. Un effet peut-être un peu plus indirect, ou en deuxième partie, c'est que les entreprises et les ménages, parce qu'on n'a pas parlé des ménages, mais il y a des ménages aussi vulnérables qui vont probablement perdre du revenu, même à long terme. Et donc, ça veut dire moins d'impôts, ça veut dire moins d'impôts des entreprises et des ménages. Le gouvernement va devoir dépenser beaucoup plus dans le cadre de la crise, mais va aussi avoir des rentrées d'impôts inférieures. Donc, le gouvernement va devoir prendre sur son dos une grande partie de la dette publique. Et ça, ce sera la même chose, ce sera une constante dans la quasiment totalité des pays. Le FMI a estimé le passage de la dette publique dans les pays développés de 105% du PIB à 122% en l'espace d'une année. C'est vraiment significatif. Alors, ça vient du numérateur et du dénominateur, mais on a une dette publique qui va augmenter sensiblement. Et à l'heure actuelle, c'est encore bien trop prématuré de parler de comment gérer ceci. D'abord, on gère le confinement et la crise, et puis après, on parlera de la dette publique, une chose à la fois. Le secteur financier, finalement, contrairement à 2007-2008, ne va pas être au centre, ne va pas être tout près de l'épicentre du tremblement de terre. Il va en subir les conséquences de manière plus indirecte parce que certains ménages risquent de ne pas savoir payer leur emprunt et certaines entreprises vont devoir faire défaut. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une augmentation des prêts non performants et des défauts. Du coup, le secteur financier va, et s'est déjà engagé, à absorber une partie de ce choc. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, c'est que c'est assez généralisé. Donc, c'est un choc de grande ampleur qui est exogène. Il n'y a aucun des éléments ici qui est le nœud du problème. C'est exogène. Et ça impacte la quasi-totalité de notre appareil économique. Seulement, les entreprises sont clairement, les entreprises non financières, je veux dire, sont clairement au centre. Et c'est pour ça que, dans un premier temps, il faudra prendre le pouls de ces entreprises-là. Ce sera probablement ce qui va être le plus urgent. Alors, le RMG a été mis en place pour
faire un monitoring de cette situation et notamment dans cette organisation de l'ERMG, le groupe dans lequel on opère, moi et mes collègues, eh bien, c'est principalement sur l'évaluation de la situation semaine après semaine de la situation économique. Comment ça évolue? Et c'est le point de départ aussi des différents scénarios. Alors, ça veut dire aussi, c'est de semaine en semaine, ça veut dire aussi que notre fonctionnement d'avant ne va plus très bien parce qu'auparavant, on avait une constellation d'indicateurs mensuels pour la plupart et on essayait de faire ce qu'on appelle du nowcasting, c'est-à-dire on essayait de mesurer l'activité, la croissance mois par mois. Seulement, ici, dans le cadre de la crise du coronavirus, le jour où Sophie Wilmès a annoncé le confinement, eh bien, tous nos indicateurs mensuels indiquaient une croissance faible mais positive. C'est normal parce qu'ils reflétaient une situation juste avant le confinement, juste avant. Donc, au mois de février, peu d'observateurs pensaient déjà qu'on allait à une situation telle qu'on la vit maintenant. Donc, il a fallu, de but en blanc, dès le départ, venir avec d'autres indicateurs à très haute fréquence. Donc, c'est-à-dire des résultats d'enquête. C'est pour ça qu'on a lancé une enquête hebdomadaire auprès des entreprises, précisément sur ce sujet-là. Et donc, ici, on en est à la 7e semaine de cette enquête, et c'est un input très important. Alors, ces données, évidemment, sont en partie confidentielles. On ne peut pas diffuser toutes ces données d'entreprise à tout le monde. Et ce n'est pas la seule non plus, la seule source. On a aussi d'autres sources telles que l'énergie ou la consommation d'énergie ou les données financières. Mais là aussi, on parle de données qui sont confidentielles. Alors, l'idée, dans un premier temps, c'était d'avoir la santé financière des entreprises, mais aussi le marché du travail, le pouvoir d'achat des ménages. Ça, on est en train d'y travailler. Et aussi, de manière générale, sur l'activité économique. Donc, prendre le pouls des entreprises était central et est toujours central. Et pour ça, on a bénéficié de l'aide de quelques fédérations d'entreprises, VOCA, l'Union Wallonne des entreprises, BSI, Boerenbond, Unisoc, Uniso et la SNI, qui ont un rapport très proche avec les entreprises et qui nous ont permis d'avoir un échantillon qui est situé entre 3500 et 7000 entreprises par vague. Je pourrais juste demander de mettre sur mute. De mettre sur... Oui, merci. Alors, ici, évidemment, on a besoin d'une représentation par rapport au PIB. Le PIB est vraiment l'objectif. On essaye de représenter combien ça va représenter en point de pourcentage du PIB. Du coup, eh bien, on va donner des poids à certaines entreprises, certains secteurs, en fonction de leur importance dans le PIB. Certains secteurs, par exemple, ne représentent pas beaucoup dans le PIB, eh bien, à ce moment-là, elles vont recevoir un poids inférieur et inversement. Donc, l'objectif est toujours de mesurer, le coût en termes de PIB. Alors, l'enquête, quels sont les résultats principaux de l'enquête? Eh bien, on a posé la première question, c'était quelle est la baisse du chiffre d'affaires? Alors, la baisse du chiffre d'affaires pour les entreprises est d'à peu près un tiers. Donc, on est, selon la semaine, aux alentours de 33%, une baisse de 33%. C'est une moyenne, évidemment, mais on voit que c'est assez constant sur les 5 semaines sur lesquelles on a travaillé. Ça veut dire aussi, comme c'est une moyenne, bien, ça veut dire qu'il y a des différences assez importantes entre secteurs. C'est logique. Et
on a aussi posé la question de savoir quelles sont les raisons à la base de cette baisse, pourquoi est-ce que on a une baisse plus importante, pourquoi est-ce que certaines entreprises font état d'une baisse plus importante que d'autres. Alors, principalement, comme je vous disais, c'est un choc de demande. C'est la demande qui a baissé pour différentes raisons, mais il se fait que le client final, eh bien, n'était plus au rendez-vous pour plus ou moins la moitié des entreprises qui ont répondu. Deuxième raison citée, c'est simplement l'interdiction pure et simple. Et là, autant pour la demande, c'était assez généralisé au sein des secteurs, autant l'interdiction, c'est spécifiquement certains secteurs qui sont ciblés, qui répondent à cette interdiction, et c'est logique. L'ORECA, le secteur récréatif aussi, sont aussi particulièrement cités à ce niveau-là. Troisième raison, l'impossibilité de mettre en œuvre des mesures de distanciation sociale, et ça, c'est principalement au niveau du secteur de la construction. Il y a beaucoup d'entreprises qui répondent. On a aussi l'acheminement de marchandises ou de matériel. La difficulté d'approvisionnement est aussi citée à 9%, mais là, c'est plutôt dans le secteur de l'industrie. Dans le secteur de l'industrie et le secteur de la construction. Ici, on voit par le biais de ces réponses que c'est tout ce qui est lié au confinement aussi. Alors, comme je disais, il y a des différences sectorielles. Ceci étant, au niveau sectoriel, lorsqu'on agrège les réponses au niveau sectoriel, on n'a pas de secteur qui massivement dit « je m'en sors beaucoup mieux ». Tout le monde est soit perdant, et dans le meilleur des cas, uniquement légèrement négatif. Donc, ici, il semble bien qu'il y a cet effet qui concerne, il y a ce choc de demande qui concerne toutes les entreprises, qui l'emporte sur un certain changement de consommation par les différents ménages. Donc, au niveau des secteurs les plus touchés, eh bien, on a le secteur HoReCa, et dans le secteur HoReCa, il y a évidemment les restaurants et les bars, dont on parle très souvent, mais il y a aussi le secteur de l'hôtellerie, parce qu'à partir du moment où plus personne ne voyage, eh bien, ce sont les hôtels qui ne bénéficient plus de clients, que ce soit en business, qui est à Bruxelles, par exemple, très important, ou bien le secteur, ou bien plutôt les voyageurs dans le reste de la Belgique. Le secteur événementiel et le secteur récréatif sont aussi touchés par cette interdiction. À partir du moment où on parle de contacts sociaux, eh bien, c'est inéluctablement touché par une interdiction. Du coup, le secteur événementiel nous rapporte des baisses de 85%. Donc, c'est la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires. Pour l'HoReCa, on était à une baisse de 89%, ce qui est quand même énorme. Pour le secteur du commerce, là, on a dû, dans l'enquête, séparer deux secteurs qui sont touchés de manière complètement opposée. Les ventes non alimentaires, qui ont été touchées par le confinement et par l'interdiction, dont le chiffre d'affaires a baissé de 82%. Par contre, les ventes alimentaires, eh bien là, on a une baisse uniquement de 4%. Donc, c'est un chiffre agrégé. On s'imagine bien que dans certains secteurs, ce soit légèrement positif. Pour certaines entreprises, ce soit légèrement positif. Mais agrégé au niveau sectoriel, on est plus proche de zéro. Alors, secteur des banques et assurances et information et communication sont des secteurs où une grande partie des employés sont en télétravail. On parle plus ou moins de 8 employés sur 10, où l'activité, évidemment, est peu impactée. En plus de ça, information et communication contient aussi les services informatiques. Le télétravail, eh bien, c'est très important dans ce domaine. Alors, juste un petit détail technique aussi, c'est que ces 33% ont été calculés en pondérant en fonction de la taille de l'entreprise et de
de la part du secteur dans la valeur ajoutée. Donc, ça veut dire que les entreprises plus importantes ont un poids plus élevé et les secteurs d'activité les plus importants ont un poids plus élevé pour, encore une fois, essayer de représenter au mieux le PIB. Alors, ce qui ressort aussi de l'enquête, c'est que les petites et moyennes entreprises sont davantage exposées. On voit que 70% des indépendants parlent d'une baisse de l'activité de 50% ou plus. Même un tiers des indépendants sont entièrement à l'arrêt. Pour les petites entreprises aussi, on a un impact qui est très grand. Alors, ceci est dû évidemment à la taille de leur liquidité, à leur capacité aussi à lever des fonds, mais aussi au fait qu'au sein des indépendants, au sein des petites entreprises, il y a certains secteurs qui sont surreprésentés. Je veux dire, dans l'ORECA, on a rarement des firmes de plus de 250 employés, par exemple. Donc, ça veut dire que les indépendants et les petites entreprises sont dans l'œil du cyclone et ce sont celles qui sont le plus à risque, autant dans la baisse du chiffre d'affaires que dans les problèmes de liquidité, que dans les risques de faillite. Il y a de manière généralisée, ce sont celles qui sont plus pessimistes, évidemment. Alors, ces petites entreprises aussi sont moins représentées dans ce qu'on appelle les secteurs essentiels, parce que les secteurs essentiels sont souvent dans l'industrie et souvent des firmes de plus grande taille. Donc, plus ou moins 6 entreprises sur 10 parmi les grandes entreprises sont considérées comme essentielles. Par contre, ça ne représente que 16% des indépendants. Donc, ça impacte aussi. Mais ça, c'est la nature de leur activité qui est à la base. Alors, ce qu'on disait aussi, c'est que mettre à l'arrêt l'ensemble de l'économie n'affecte pas en premier lieu la solvabilité d'une entreprise. En premier lieu, ça affecte la liquidité d'une entreprise, c'est-à-dire la capacité à faire face à des obligations financières immédiates. C'est-à-dire on doit payer les impôts, les cotisations sociales, les salaires des employés, les engagements financiers pour les fournisseurs. Donc, si on n'a aucune rentrée financière, on n'a aucune liquidité, et malgré tout, on doit supporter ces frais, parfois ces frais fixes, eh bien là, à ce moment-là, on se retrouve à court terme, durant ces mois de confinement, dans une situation qui peut être très difficile. Et d'ailleurs, on a demandé aux entreprises combien de temps elles pouvaient tenir leur position de liquidité dans la situation actuelle. Il en ressort que plus ou moins 34% des entreprises ne peuvent pas tenir au-delà de 3 mois. Alors, ici, ce sont les chiffres de la dernière vague, donc de la semaine passée, mais c'est resté assez constant. Ça veut dire aussi que à partir du moment où cette situation perdure jusqu'au-delà du mois de juin, par exemple, on a vraiment un tiers des entreprises qui est en forte difficulté, si on en croit ce qu'elles répondent à l'enquête. Alors évidemment, le secteur public, le secteur financier ont apporté leur aide. Le chômage temporaire, les aides publiques régionales notamment, ainsi que le report du paiement pour certains emprunts, ça c'est plus le secteur bancaire, ça a diminué la pression pour certains acteurs de ces échéances immédiates. Maintenant, ça n'enlève pas l'entièreté. Donc il y a toujours, malgré tout, des problèmes de liquidité. Et lorsqu'on a demandé pourquoi, quelles étaient les raisons, une entreprise sur 4 citait les annulations ou la diminution des commandes. Ça, c'est l'élément principal. Ou bien même les commandes impayées, parce que, évidemment, lorsqu'on est dans des chaînes de valeur ou bien dans des entreprises qui ont des consommations intermédiaires, chacune des entreprises se retrouve potentiellement dans une situation difficile et donc va essayer de protéger sa propre liquidité, ce qui a
le désavantage de répercuter cette difficulté sur l'entreprise suivante. Donc, ici, pour 20%, ce sont des commandes impayées qui sont problématiques. L'accès au crédit est un problème pour seulement, j'allais dire, 9% des entreprises. Ça reste quand même une entreprise sur 10, plus ou moins, qui a un accès au crédit limité, selon elle. Le chômage temporaire, on en parlait, eh bien, ça représente plus ou moins entre 30 et 40% de l'emploi dans le secteur privé. Donc, ça veut dire que ce coût, qui sera loin d'être négligeable, sera pris par le secteur public. C'est ce qui va alimenter la dette publique pour les mois à venir, mais aussi pour les années à venir, vraisemblablement. Alors, le problème de liquidité est évidemment le problème central. Maintenant, on ne peut pas exclure un problème qui est lié à la solvabilité des entreprises. Et donc, lorsqu'on a posé le problème de la question du risque de faillite, eh bien, on a 9% des entreprises qui évoquent un risque de faillite qui soit probable ou très probable. Donc, ça veut dire qu'on a aussi 25% environ, 25 et 30% des entreprises qui disent que c'est possible, mais 9% qui disent que c'est probable ou très probable. Et c'est sur ce chiffre-là qu'on se focalise. Et évidemment, le confinement restant de semaine en semaine, maintenant, évidemment, ce sera levé progressivement, mais jusqu'à présent, on faisait face à un confinement relativement généralisé. Et donc, ce qu'on a observé ici, c'est la dernière semaine. Donc, cette semaine, on a vu un risque de faillite passer de 7% à 9%. Donc, on a sensiblement plus d'entreprises qui évoquaient un risque de faillite qui était probable ou très probable. Et lorsqu'on regarde le graphique, en bleu, vous avez la moyenne des 4 semaines précédentes. Et en orange, vous avez la dernière enquête. Et vous voyez que c'est principalement sur certains secteurs que le risque de faillite augmente sensiblement. Secteur événementiel, secteur des spectacles aussi. Deuxième secteur, l'ORECA. Troisième secteur, le transport, évidemment, le transport qui est particulièrement affecté par la fermeture des frontières. Et puis, le transport aérien fait partie aussi de cette catégorie. C'est un secteur qui est aussi fortement affecté. Alors, au niveau du secteur commercial, du commerce, eh bien, c'est un peu une moyenne entre le food et le non-food, le alimentaire et non alimentaire. Du coup, on se retrouve au milieu, sachant que le non alimentaire va se retrouver plutôt dans le rouge et l'alimentaire va se retrouver plutôt à droite du graphique. Pour les autres secteurs, on reste proche de la moyenne ou légèrement en dessous. Donc, ça reste je ne vais pas dire gérable, mais ça reste proche de la moyenne. Alors, aussi à plus long terme, ce qu'on analyse aussi, c'est l'inquiétude. Et on voit que l'inquiétude est relativement élevée. Quand on pose la question entre 1 et 10, 1 représentant le peu inquiet, 10 très inquiet, ils nous répondent plus ou moins 7. Ça veut dire qu'ils ne sont pas confiants en l'avenir. Et comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, principalement en un certain report des investissements. 63% des entreprises nous ont dit qu'elles reportaient leurs investissements. Dans le meilleur des cas, reportaient à plus tard en 2020, mais vous voyez que pour 33%, c'est quand même à une date encore inconnue. Notez aussi que 24% n'avaient pas de plan d'investissement initialement, donc ça veut dire que c'est une grande partie de nos entreprises. Ça veut dire aussi qu'il y aura un impact à plus long terme. Alors, tous ces résultats nous permettent d'avoir une sorte de point de départ pour le scénario. Alors, c'est un scénario, ça veut dire qu'on y met certaines hypothèses, on met le confinement à 7 semaines, on met un retour progressif pendant quelques mois. Et vous regardez bien le graphique de gauche,
eh bien, partiellement, comment est-ce qu'on a mesuré cette baisse drastique, ce passage à quasiment 85% au deuxième trimestre? Eh bien, ça se calcule avec autant de mois qui ont une baisse de 33%. Donc 2 mois avec une baisse de 33% et un mois pour le premier trimestre, donc 2020 Q1, un seul mois à 33%, 2020 Q2 aurait 2 mois à une baisse de 33% et on aboutit à peu de choses près à cette baisse. Alors, pour les semaines à venir, eh bien, la vigueur de la reprise sera aussi réévaluée avec les enquêtes. Alors, tout ça, ça a été mis dans une série de modèles, des simulations qui sont basées sur les anciennes données de la Belgique aussi. Alors, les résultats, eh bien, on a une baisse de 8% du PIB. Je pense que la Commission européenne a sorti ici récemment un chiffre plus ou moins similaire. Mais ici, on l'avait fait, c'est un résultat ici qui date d'il y a de ça quelques semaines. Le déficit public augmenterait à 7,5%. Ça veut dire aussi que si on combine la baisse du PIB et l'augmentation du déficit public, on augmente la dette publique d'une quinzaine de points de pourcentage. Le revenu disponible ne baisserait que, entre guillemets, de 1,5% grâce au stabilisateur automatique. Par contre, les entreprises verraient leur excédent brut d'exploitation baisser plus sensiblement. Donc, ça, c'est le scénario. Maintenant, autre chose qui n'est pas encore prise en compte, c'est les réactions monétaires et publiques à venir. Alors, politique monétaire, il y a un soutien qui est sensible. Donc, tout le monde a probablement vu ce chiffre de 750 milliards d'euros. Eh bien, ça représente premièrement des achats de bons d'État et d'obligations privées. L'idée, c'est d'aller sur les marchés des capitaux pour essayer secondaires, évidemment, pour baisser les prix. La Banque centrale européenne apparaît comme un acheteur immense et donc ça baisse le prix et donc les taux d'intérêt ont tendance à baisser. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les TLTRO. Ce sont des opérations où on offre des liquidités avec un certain taux au secteur bancaire et le prix qui est offert aux banques est fonction de si elles transmettent ça au secteur réel, donc aux entreprises et aux ménages. Ça veut dire donc que ici, c'est un levier très important pour les petites et moyennes entreprises et pour les ménages. Donc, ça veut dire que les banques ont un accès à de la liquidité supplémentaire et elles ont accès justement à un taux d'intérêt très intéressant à partir du moment où elles octroient des prêts aux entreprises, particulièrement aux petites et moyennes entreprises chez nous, et aux ménages. Donc ici, l'objectif est vraiment le financement de l'économie réelle. C'est un soutien important qui compresse les taux d'intérêt. On met les conditions, entre guillemets, pour que l'économie réelle reprenne. Maintenant, mettre les conditions ne répond pas entièrement à la question. Et c'est pour ça que le déficit public et le pouvoir public apporte aussi un autre type de réponse. Via un support fiscal direct, et là c'est en achetant du matériel médical notamment, via les stabilisateurs automatiques, parce que évidemment, si des personnes se retrouvent au chômage, elles vont payer moins d'impôts et elles vont recevoir des transferts, mais en même temps, elles ne vont pas perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est l'État qui prend en charge, justement. Et via un système aussi de garantie, qui permet justement de rassurer le secteur bancaire et de prêter davantage avec moins de crainte. Donc, à terme, c'est une dette publique élevée. Donc ça, il faut le garder en tête, même si, à l'heure actuelle, ce n'est pas la question.
Je reviens juste légèrement à la politique monétaire, juste pour dire qu'il y a certains outils qui ont été ajoutés pour la pandémie. Donc le TLTRO, maintenant on a ajouté le PELTRO, c'est-à-dire le P c'est pour pandémie, c'est-à-dire qu'on a ajouté du financement pour justement ajouter un soutien supplémentaire, une pression supplémentaire, et on a ajouté de la flexibilité pour justement allouer davantage d'aide aux pays, par exemple, qui étaient plus impactés par la pandémie, donc, notamment l'Italie et l'Espagne. Donc ici, ça reste un soutien non négligeable. Pour les incertitudes, évidemment, on est dans du territoire qui est complètement inconnu. Les sources d'incertitude sont multiples. Combien va durer le confinement? Est-ce que ça va altérer les paramètres économiques? C'est-à-dire, est-ce que les consommateurs vont consommer de la même façon à l'avenir? Est-ce que les entreprises vont réagir au taux d'intérêt de la même façon? Une idée. Combien d'entreprises vont passer en faillite ou en chômage permanent? On va essayer d'y répondre la semaine prochaine avec l'enquête. Dans l'enquête, on a inclus une nouvelle question. Comment le commerce international va être remis sur pied? Les dépenses publiques, comment? Parce que pour l'instant, dans nos estimations, seules les dépenses publiques qui sont vraiment actées et bien définies sont prises en compte. Le reste, on n'a pas assez d'informations. Donc, ça reste une zone d'incertitude. Alors, je vous mets le message de conclusion pour la séance de questions-réponses ou pour lecture. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé le temps, je pense, de quelques minutes. Et donc, je suis ouvert pour vos questions. Un grand merci, Geoffrey. Quelques questions ont été transmises à l'avance. J'en cite une. D'après vos contacts avec le monde de l'entreprise, où se situent encore les besoins d'aide, les criants et non encore totalement rencontrés? Principalement, les secteurs qu'on a cités ici sont parmi les plus importants. Donc, ça veut dire que tout ce qui est lié au secteur lié au voyage, donc ça veut dire que dans le secteur hôtelier, le secteur de la restauration, les grands groupes hôteliers aussi, on a tout le secteur du transport aérien aussi. Est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier d'aides supplémentaires ou est-ce qu'à l'heure actuelle c'est insuffisant? Je pense que les contacts qu'on a semblent dire que c'est insuffisant partout et c'est normal. Beaucoup d'entreprises trouvent l'aide actuelle insuffisante simplement parce que c'est un choc qui est massif et que l'État en lui-même ne peut pas endosser l'ensemble du choc pour tous les secteurs. Donc, à l'heure actuelle, ce sont des choix compliqués. Mais les secteurs qu'on a cités, les secteurs récréatifs, le secteur culturel, sont particulièrement touchés. Le secteur de l'ORECA sont particulièrement touchés aussi. Ça, le commerce hors nourriture va pouvoir avoir une bulle d'air cette semaine. Mais les deux secteurs que j'ai cités précédemment sont encore dans des phases de pessimisme ascendant. Donc, ça veut dire que chaque semaine, on voit que les chiffres se détériorent. Donc, ces deux secteurs-là sont clairement… Pour faire le lien, une question vient de tomber justement concernant le secteur de la grande distribution non-food. Quel impact aura la crise sur ce secteur? Est-ce qu'il y a des mesures particulières du gouvernement pour les aider? Alors, les mesures du gouvernement, moi je ne suis pas… ici, on est à la Banque nationale, donc on s'occupe de l'analyse de l'analyse économique qu'on fournit au gouvernement et sur base de ça, le gouvernement décide. Je suis pas dans le secret des lieux. Ce sera plus une réponse politique. Est-ce qu'il y a des aides qui vont être fournies? Probablement. La question, c'est quel secteur et combien d'entreprises? Parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de trop généralisé, parce que ce sont des finances publiques. Donc, si on paye d'un côté, ça veut dire aussi que ce sera répercuté sur un autre. Et
je ne pense pas personnellement, en tant qu'économiste, que ce soit une bonne idée de mettre à la charge les secteurs, mettre à la charge de la moitié des secteurs qui vont mal sur l'autre moitié qui vont bien. Ce serait dangereux à terme. Donc, je pense que s'il y a une aide qui doit être faite, ça doit être ciblé à quelques secteurs ou sous-secteurs, et ça doit aussi rester relativement temporaire. Parce que sinon, on risque de créer des déséquilibres et surtout de mettre encore plus à mal des finances publiques qui vont avoir un sacré challenge pour les mois et les années à venir. La question qu'on avait évoquée juste avant ce webinaire, que faut-il attendre de la question de la plus haute juridiction de la Cour constitutionnelle allemande avec son verdict d'hier? Est-ce que ça a un impact sur l'efficacité des mesures que l'Eurosystème, enfin la Banque centrale européenne pourrait prendre? Ça, c'est une affaire qui est, je pense, en cours. Et à mon avis, pour l'instant, l'heure n'est pas là. L'heure est pour l'instant d'essayer de fournir un soutien de manière généralisée, essayer de passer cette crise. Voilà. Je ne pense pas, à l'heure actuelle, maintenant ça n'engage que moi, évidemment, que ceci va aboutir dans les jours à venir, et je ne pense pas non plus que ça va fondamentalement mettre des gros bateaux dans les roues. Cette aide, je pense, monétaire est indispensable. Maintenant, ce n'est peut-être pas l'avis de tout le monde, et particulièrement des épargnants, mais c'est un autre débat, je pense. D'accord. On pose des questions concernant une mesure particulière, notamment celle du tax shelter qui a été proposée par différentes organisations patronales qui concerne, le but serait de recapitaliser les PME, donc un tax shelter beaucoup plus large. Alors, le tax shelter, lorsqu'il avait été mis en place, il avait déjà posé des problèmes parce qu'à partir du moment où on l'élargit un peu trop, eh bien, on a des entreprises qui essayent de trouver les failles dans le système et essayent de faire une sorte d'arrangement fiscal plus intéressant. Et donc, à partir du moment où on va élargir ce tax shelter à beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être dangereux. Maintenant, je pense effectivement qu'il y aura et qu'il faudrait un effort fiscal. Il faudrait abaisser la fiscalité de certains secteurs, et particulièrement, je pense, pour les PME, on l'a vu dans les slides, mais il faut faire attention à ne pas l'élargir trop. Ça avait posé problème il y a de ça quelques années aussi, lorsque ça avait été mis en place, le tax shelter avait posé des soucis de certaines entreprises dont l'activité n'était pas vraiment ciblée par le tax shelter, mais qui, par un certain montage, avaient réussi à bénéficier de ça. Donc là, ça peut être dangereux, et au plus on élargit aussi, au plus on ouvre la porte à ce genre d'initiative. En plus de ça, je reviens à cette idée de finances publiques, mais à partir du moment où toute une série d'acteurs, et au plus on l'élargit, au plus c'est dangereux, ne paye plus ou paye moins d'impôts, eh bien ce sera reporté sur d'autres secteurs. Ou bien ce ne sera pas reporté sur d'autres secteurs, et ce sera reporté sur sur les ménages, par exemple. Ça, c'est une autre possibilité, ou bien on va simplement augmenter la dette publique, mais aucune de ces options n'est la solution, la clé magique à ça. En plus de ça, ça risque aussi de poser un problème au niveau potentiellement européen, parce que si la Belgique met en place un tax shelter sur certains secteurs, probablement que certaines grandes entreprises ou multinationales vont se relocaliser en Belgique, mais alors à ce moment-là, d'autres pays vont commencer avec des formes de tax shelter aussi. Donc ici, on pourrait avoir des effets pervers qui pourraient apparaître. Donc une baisse de la fiscalité, oui,
ciblé vraiment dans des niches, dans vraiment des secteurs et pour une catégorie d'entreprises très précise et de manière, je pense, temporaire. Okay. Et Jean nous demande, c'est intéressant, s'il est possible d'estimer l'impact du Covid sur l'économie sociale, l'économie solidaire, le bénévolat, etc. Alors ici, c'est une bonne question parce que je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais ici, on a évidemment des entreprises, la plupart privées. Et donc, il y a certains secteurs qu'on a enlevés parce qu'ils ne représentaient pas vraiment l'ensemble du secteur. Par exemple, on a des entreprises qui répondent pour l'éducation, mais ce ne sont pas vraiment les écoles qui répondent, ce sont des formes d'enseignement très spécialisées, des formations aux entreprises, et donc ça ne représente pas le secteur de l'éducation. Tout ça, on a laissé sur le côté parce que aussi, la notion de valeur ajoutée n'est peut-être pas aussi évidente pour tout le monde. Donc les personnes qui répondent, je veux dire, quelle est la valeur ajoutée dans l'enseignement? C'est calculé d'une certaine façon et avec les salaires et les coûts qui sont payés, mais on n'a pas de mesure dans le cadre de cette enquête. Ceci étant dit, on se rend bien compte que ces secteurs-là vont être aussi impactés fortement. Que ce soit le secteur associatif, parce que c'est aussi, lorsqu'on coupe dans les coûts, eh bien, le secteur associatif risque aussi d'en pâtir à un moment ou à un autre. Et puis, le secteur aussi de la santé, ici, va avoir, et c'est un peu bizarre, mais il y a toute une série aussi d'opérations qui sont postposées, de services qui ne sont pas payés ou pas opérés pour l'instant. Du coup, il y a certaines rentrées des hôpitaux qui diminuent aussi. Des coûts en hausse. Et du coup, paradoxalement, les hôpitaux qui sont au centre du Covid-19, certains hôpitaux voient aussi leur rentrée financière diminuer aussi. Donc, le secteur associatif, le secteur de art, culture vont être impactés, mais il ne faut pas penser que les hôpitaux vont se retrouver avec une situation aussi largement meilleure et donc dans la santé de manière générale. Je vois que Thibault s'inquiète de la façon dont on gérera les finances publiques qui auront évidemment explosé. Alors, ça, c'est pas la question aujourd'hui, évidemment, mais lorsqu'on va sortir de ce commun artificiel, lorsqu'on va se réveiller un jour, parce que ça arrivera, eh bien, on va se réveiller avec un sacré mal de crâne qui va se concrétiser avec une dette publique qui aura passé de 100 à 115%. Pour l'instant, ça, ce sont les chiffres actuels. Maintenant, pour l'ensemble des pays développés, on est à 122%. Voilà, il faudra faire face à ça et il y a plusieurs façons de faire face à ça. Alors, la première, c'est de ne pas payer du tout, mais ce n'est pas une option qu'on voit souvent dans les pays développés. Et si on a encore envie d'avoir un accès au marché financier à l'avenir et d'avoir un fonctionnement de l'État, c'est quelque chose qui, selon moi, doit être exclu. Donc, un défaut, pour moi, n'est pas une option. Après, il nous reste deux options. Soit on agit plus sur le numérateur, sur la dette, et donc là, on crée des recettes supérieures aux coûts. Là, c'est plus une question politique qui va supporter cela, parce qu'on a des entreprises qui auront subi aussi un choc non négligeable, et des ménages aussi, certains ménages qui vont subir un choc aussi. Donc ici, ce sera un choix politique difficile, et il faudra malgré tout le faire, mais pas dans les 2 années à venir. Il faudra plus penser à terme. Et d'ailleurs, la Commission européenne et nos estimations ne voient pas la dette publique diminuer fortement à ces échéances-là.
Par contre, après, eh bien, il faudra évidemment y penser. La dernière option, parce que j'ai parlé du défaut de l'augmentation des recettes par rapport au coût, la dernière option, c'est de faire augmenter le numérateur, le dénominateur, donc c'est-à-dire de créer une croissance nominale plus élevée. Et ça, c'est historiquement, c'est l'option qui fonctionne le mieux. Maintenant, on est dans un système où on a eu du mal à augmenter l'inflation, où la croissance était plus faible. Donc, eh bien là, oui, effectivement, c'est une tâche qui restera ardue et ce sera, je pense, le challenge pour la décennie à venir. D'accord. Je vois une question de Bernard qui demande s'il ne faudrait pas pour les PME rétablir l'amortissement d'une année intégrale pour les amortissements qui ont été effectués en 2020. Je pense que pour les PME, il faut, enfin, pour les PME dans certains secteurs, je pense qu'il faudra un soutien non négligeable. Et donc, agir via l'amortissement, pourquoi pas? Ça peut être une option. Et je pense qu'il faut absolument pas se limiter à ce genre d'option. Je pense que allez, les PME sont vraiment au centre des problèmes. Elles auront surtout un problème de liquidité sur les 3 mois à venir. Donc, ici, je pense que les options qu'il faudrait privilégier sont plus celles qui vont essayer d'aider à passer ce cap des 3 mois sans aucune rentrée financière. Donc, voilà, ça peut être une option, effectivement, mais ce n'est clairement pas la seule. Ça devrait être complété par d'autres, je pense. Ah, mais une question à laquelle tu as déjà apporté partiellement une réponse, je crois. Quelles pourraient être les mesures pour empêcher un surplus d'épargne des ménages, pour les réinjecter dans l'économie réelle? Alors ça, c'est vrai qu'ici, on va avoir un gros... Il y a beaucoup d'incertitudes, les ménages ne sont absolument pas confiants, tant au point de vue économique que du point de vue de santé, simplement. Et donc, ce qu'on a vu notamment dans les enquêtes mensuelles de la Banque nationale, c'est qu'on a vu une augmentation de la volonté d'épargne. Alors, généralement, dans une économie en temps normal, ce qui fonctionne, c'est de diminuer les taux. Alors ici, on est au taux plancher, donc c'est compliqué à diminuer les taux. Je pense que la première chose à faire, c'est de lever l'incertitude. Que ce soit au niveau de la santé, et donc on passera par un vaccin, parce que ça, c'est la seule façon que l'on a pour tuer toute incertitude, pour ne plus pousser un ménage à aller au restaurant ou aller à un concert, et aussi de tuer l'incertitude au niveau économique et donc protéger l'emploi. Et donc, on est reparti sur les stabilisateurs automatiques et sur l'essai de protéger justement ce consommateur, ces ménages du choc économique, pour que, une fois que cette vague soit passée, eh bien, on puisse reprendre, je ne vais pas dire comme avant, mais pour ne plus avoir cette tendance à l'épargne de précaution que l'on voit actuellement. Est-ce que tu entrevois un risque de fermeture de filiales belges de grands groupes? Ça dépend des secteurs. Je vais pas citer d'entreprises particulièrement, parce que justement, même si on est en contact avec certaines grandes entreprises, ça se passe sur un système de confiance mutuelle. Donc, mais on verra évidemment
je pense, une vague d'entreprises de faillite. Alors, ce sera peut-être moins rare, ce sera peut-être plus rare pour les plus grandes entreprises parce qu'elles ont plus de possibilités de liquidité, elles ont des accès au marché financier, donc ce sera peut-être plus rare, mais on ne peut clairement pas exclure dans certains secteurs, clés. En plus de ça, ici, la solvabilité n'est pas seulement causée par, n'est pas seulement un problème de liquidité qui aurait dérapé ou c'est pas un prolongement de problème de liquidité, ça peut être créé, une faillite peut être créée par beaucoup d'autres éléments. Donc, ça veut dire qu'un changement des choix des consommateurs, des préférences des consommateurs, peut très bien changer la rentabilité d'une entreprise à long terme. Donc, si maintenant beaucoup d'entreprises décident de ne plus envoyer leurs commerciaux par avion chez le client, par exemple, mais plutôt de faire une téléconférence ou autre, ça risque. C'est ce qu'on avait vu en 2008, par exemple. On avait vu que les entreprises avaient tout d'un coup essayé de sabrer dans ces coûts-là. Donc, on faisait plus des appels, plus que des voyages à l'étranger. Et ça risque de changer le comportement des entreprises, changer le comportement des consommateurs et aussi impacter directement certains secteurs dans tout ce qui est service hôtel, restaurant ou dans tout ce qui est secteur aérien ou du transport, par exemple. D'accord. Ah, il est 17 heures, c'est important de terminer quand même à l'heure, puisqu'il y a d'autres événements et d'autres events qui commencent généralement aux heures. Peut-être terminer avec une question qui est également transmise à l'avance. Finalement, c'est ton sentiment concernant la lettre que va prendre la reprise économique. Est-ce que c'est le V, le W, le L, le J ou le I? Alors, moi, évidemment, comme beaucoup de monde, j'espère que ce sera un retour le plus normal, enfin le plus rapide et normal possible. Maintenant, je pense que la lettre dépendra du secteur où on va se trouver. Il y a certains secteurs qui vont être naturellement plus impactés que d'autres et qui vont avoir plutôt un L, et d'autres secteurs qui vont avoir un V, voire même rapidement, ici dans les semaines qui viennent, revenir complètement à la normale. Si je devais avoir une idée générale au niveau de la Belgique, je pense que le scénario que l'on a à l'heure actuelle, le scénario avec une sorte de courbe en V, mais plus un V d'une racine carrée, correspond assez bien, selon moi, sachant que le déconfinement ici n'est pour l'instant, et touchons du bois, n'est pas entravé par un retour à une situation dramatique. Donc, pour l'instant, ça semble sous contrôle. Et si ça continue comme ça, on pourrait évidemment, pour de nombreux secteurs, revenir à une situation quasiment normale. Maintenant, le V, certes, mais un long V. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'en septembre, tout sera de retour à la normale. Comme je disais tout à l'heure, je suis un grand fan de Formule 1. Et le Grand Prix de Belgique, ici, je pense que ce ne sera pas pour cette année. D'accord. Peut-être une virgule, la virgule de Nike. Ça pourrait être proposé. Ça. Voilà, un tout grand merci pour ton temps, Geoffrey. Je sais à quel point vous êtes pris dans tous ces groupes de travail, ces task force, et un grand merci pour le travail que vous faites là-bas de toute façon. Un grand merci aussi à la petite famille. Tu as deux petits qui sont vraiment très petits encore. Grand merci à eux. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour un prochain webinaire. Enfin, Jean vous communiquera les informations en temps utile. Il y a en tout cas Philippe Ledan qui interviendra le 26 mai. Peut-être un autre interviendra auparavant. J'espère que les coiffeurs seront rouverts d'ici là. Ça permettra de voir si certains ont résolu une situation qui commence à devenir un petit peu dramatique d'après certaines caméras. Grand merci à tous. Une bonne fin de journée et au plaisir. Merci. Au revoir.